Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour ce panel Climate Tech, accompagné de très bons speakers. Je pense que vous avez tous vu passer le nouveau rapport du GIEC ces dernières semaines. Il est vital de limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré, comme fixé par l'accord de Paris. Et pour atteindre cet objectif, les émissions de gaz à effet de serre doivent diminuer dès maintenant et être réduites de moitié d'ici 2030 pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. C'est une responsabilité qui est propre à chaque pouvoir public, à chaque entreprise, à chaque citoyen. Des entreprises intègrent d'ores et déjà des indices ESG dans leur stratégie de développement. D'autres créent des solutions directement œuvrant pour le climat. On appelle celles-ci les Climate Tech. Et la question d'aujourd'hui qu'on va se poser tous ensemble, c'est comment driver de la croissance tout en œuvrant pour le climat. Donc j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés de très bons experts du sujet que je vais inviter à se présenter. Rachel, si tu veux bien. Bonjour, moi je suis Rachel Delacour, je suis la CEO et la cofondatrice de Sweep. Et Sweep, c'est une plateforme logicielle qui va permettre aux entreprises de piloter leur programme climatique de bout en bout, de la collecte d'informations, bilan carbone, jusqu'à la réduction, jusqu'à la communication. Et on leur permet vraiment de réduire leurs émissions carbone dans leur business et toute leur chaîne de valeur. Voilà, donc très data, plein de compute dans AWS. Voilà, on est là aussi pour ça. En effet. Merci beaucoup, Rachel. Eric, je t'en prie. Bonjour à tous, moi c'est Eric Gossard, je suis un des partenaires de Serena. Serena qui est un fonds d'investissement qui investit principalement en seed et en série A. On a une stratégie assez forte au niveau de l'accompagnement opérationnel qu'on peut avoir avec nos sociétés. On a la moitié de notre équipe en réalité qui est composée d'entrepreneurs et d'anciens entrepreneurs qui est là pour accompagner les sociétés dans leur développement. Tu parlais du rapport du GIEC, c'est évidemment quelque chose qu'on a en tête et on essaye d'investir de plus en plus sur les thématiques climatiques. On a notamment investi dans des sociétés comme Electra sur les recharges électriques, les bornes de recharge électrique, dans Descartes qui assure le risque climatique, Axinta qui fait de la décarbonation des bâtiments. Et puis à titre perso, moi je gère le fonds impact de Serena qui s'appelle Racine Carrée qu'on a lancé en collaboration avec Make Sense, une association dans l'entrepreneuriat social et solidaire il y a un peu plus d'1 an. Et on essaye de financer des leaders qui ressemblent à leur époque et qui ont envie d'agir pour elles en termes de gouvernance, de diversité, d'enjeux climatiques, etc. Donc, si vous êtes une start-up à impact et que vous souhaitez lever des fonds, potentiellement Eric est votre interlocuteur. Et enfin, Mehdi, je t'en prie. Bonjour à tous, donc Mehdi Colli, CEO de Time for the Planet. On est une entreprise à but non lucratif qui identifie, finance et déploie des innovations qui permettent de faire baisser les émissions de CO2 à grande échelle. On a 115 000 actionnaires, n'importe qui peut devenir actionnaire à partir de 1 euro de la société. Et donc notre modèle, c'est d'identifier les innovations, de mettre de l'argent, de trouver un entrepreneur, une entrepreneuse à succès qui va aider l'équipe technique en prenant la tête en fait, de l'entreprise d'un point de vue marché. Et on déploie avec un modèle économique inspiré de l'open source pour aller plus vite. Merci beaucoup, Mehdi. On va commencer avec un chiffre. Donc, les startups Climate Tech françaises ont levé 3 milliards d'euros en 2022. Ça représente quand même 1/5 des investissements globaux dans les startups françaises. Donc, ma première question, pourquoi les startups Climate Tech attirent autant d'investissements en France et génèrent tant de traction? Donc, forcément, je vais me retourner vers Eric pour la première réponse. Je t'en prie. En réalité, quand on regarde le marché, en fait, c'est vraiment tout le marché qui a vraiment connu une très très grosse croissance depuis à peu près 8 ans. Je pense que si on compare, en 2015, il y avait à peu près 500 millions d'euros investis en France. Et c'est passé à 12 milliards, je crois, en 2022. Donc ça a vraiment, la croissance des levées de fonds, ça a bénéficié à toute l'industrie. Ça a été porté notamment par vraiment la BPI qui a fait un gros travail depuis 2010 en investissant dans des fonds d'investissement et en investissement aussi en direct dans des sociétés. Je pense qu'il y a quand même aussi l'excellence des écoles françaises, notamment d'un point de vue ingénieur, et je pense que c'est hyper important sur les enjeux climatiques notamment. Je parlais tout à l'heure d'Axinta et de Electra. C'est 2 sociétés qui travaillent sur de l'infrastructure, sur du hardware, et là il faut quand même des compétences d'ingénierie. Donc il y a cette excellence quand même, je pense, dans les écoles françaises. Et puis il y a de plus en plus d'entrepreneurs et de C-level de sociétés qui ont envie d'employer leur temps à bon escient en travaillant sur des enjeux qui sont des enjeux du 21e siècle.
On a le cas de Rachel avec nous qui a déjà monté une société précédente, donc qui connaît bien le sujet. Je pense qu'il y a aussi en réalité la lucidité des entrepreneurs et des investisseurs qui se rendent bien compte que face aux défis climatiques, il va falloir commencer à faire quelque chose. Donc clairement, eux aussi ont envie d'utiliser leur temps du mieux possible et notamment en travaillant pour des enjeux du 21e siècle. Il y a une petite quand même encouragement en réalité aussi, une incitation on va dire de nos propres investisseurs, nous en tant que VC, c'est que eux aussi ont des contraintes de déployer de l'argent dans des fonds qui vont aller sur des thématiques ESG. Donc ça aussi, ça encourage aussi les investisseurs à déployer des thèses autour du climat ou autour d'autres enjeux d'impact. En effet, l'engagement des LPs sur le sujet. Et Rachel, toi, en tant que CEO d'une Climate Tech française, quel est ton ressenti par rapport à cet écosystème ? Moi, je suis clairement, je l'ai vu, ne serait-ce que pour nous, hein, chez Sweep, on a levé 100 millions de dollars. Alors c'est vrai que le chiffre en plus est rond, donc c'est sympa. On a fait 5 plus 22 plus 73 en 12 mois. Donc on a levé beaucoup d'argent pour. Moi, je suis très contente pour bien se financer, pour être dans ce marathon qui est le sujet climatique. Pourquoi on a levé tout cet argent ? C'est parce que moi, c'est vrai que les investisseurs internationaux qui sont rentrés n'avaient pas vu cette approche très européenne sur le sujet du climat, cette approche très data-driven, très granulaire. Et bon, après, nous, on vient d'un background qui est très business intelligence, informatique décisionnelle. Donc ça a beaucoup plu parce que le carbone, c'est un problème de data et un problème de network. Et en fait, quand ils ont vu ces data guys qui ont réussi à coupler une entreprise, en fait, enfin une équipe avec des carbon guys hyper experts, parce que gardez quand même en tête que je pense qu'on s'en rend pas assez compte, mais il faut vraiment le dire, le bilan carbone, il a été inventé en France. Une institution comme l'ADEME, dont vous avez tous entendu parler, il n'y a pas d'autres pays qui ont ce genre d'institution, qui a quand même au moins deux décennies aujourd'hui l'ADEME, hein, si ce n'est pas plus. Nos ingénieurs qui ont en tronc commun aussi ce sujet très carbone. Donc tout ça fait qu'en fait, il y a une espèce d'héritage très français de connaissances sur le sujet du carbone. Donc, pour des gens comme moi, quand je me lance, j'ai accès à un pool de talents qui est particulièrement bon et convergent sur les sujets très tech, data, parce qu'on est en France, parce qu'on est en Europe, qu'on a cette culture très ingénierie data, mais en plus carbone que j'ai à ma disposition pour converger en fait et faire que cette équipe elle soit bonne quoi sur ces sujets, qu'elle soit experte, qu'elle soit science driven, data driven, et c'est ce que réclame aujourd'hui le climat. Donc des investisseurs qui voient ça avec l'environnement très contraint dans lequel on évolue en tant que créateur d'entreprise en Europe, donc sur ces sujets, parce que la réglementation européenne est hyper stricte pour nos clients, donc on doit nous-mêmes être hyper exigeants dans notre développement produit pour nos clients. Toute cette contrainte-là, ça fait que c'est plutôt très sérieux, quoi, et que ça nous propulse a priori dans le qui peut le plus, peut le moins, et qu'en fait le reste du monde va se rattacher à ce que l'Europe fait aujourd'hui. Donc les entreprises deviendront aussi exigeantes que les entreprises européennes, donc voudront travailler avec des produits qui sont plutôt très sérieux. Donc ça fait que forcément ça attire l'attention des investisseurs qui parient sur les bons chevaux de demain, quoi. Voilà. Ce qui est une très bonne nouvelle. Pardon ? Ce qui est une très bonne nouvelle. Ouais, je pense vraiment que l'acteur. Aujourd'hui, il y a une myriade de personnes, d'entreprises qui se lancent sur le carbon management, c'est une sorte d'Eldorado. Tout le monde. Je me souviens de la pub Savane. Tout le monde en veut sa part, quoi. C'est un peu ça. Mais c'est vrai que tout ça va s'épurer. Il y a la science à un moment donné demande quand même certaines choses qui sont ou pas adressables à travers la technologie. Donc voilà, le pure player en tout cas sera européen, le pure player gagnant, parce qu'il n'y a pas encore de clear winner, mais ce pure player là sera définitivement, je pense, européen vu l'univers de contraintes dans lequel on est obligé d'être très créatif et très puissant finalement aujourd'hui. Merci. Et Mehdi, tu nous parlais aussi du pouvoir des régulations et du comportement des consommateurs aussi, qui jouaient leur rôle dans l'attraction de ce marché. Oui, effectivement. Je pense qu'on sous-estime à quel point la régulation crée des marchés qui sont absolument énormes et qui sont absolument nécessaires. Je pense que quand on va trop loin dans une régulation, on est dans le bon parce qu'en fait, on libère la créativité. La raison principale, c'est que même si énormément de gens sont sensibilisés au sujet du climat,
Je pense que chaque personne ici dans cette salle, si elle est totalement honnête avec elle-même, sait qu'elle ne va pas toujours arbitrer entre un truc moins cher et un truc mieux pour le climat. Donc, pour que cet arbitrage n'ait pas lieu, il faut une régulation qui fait qu'on n'est pas obligé d'arriver à vendre quelque chose plus cher pour que ce soit mieux climatiquement. Donc, je vous donne un exemple. Nous, à Time for the Planet, on a investi dans une innovation qui permet de faire du froid sans gaz HFC. Vous savez tous que la clim, mais aussi les frigos, tout ce qui fait du froid, ça émet énormément de CO2. Ce n'est pas vraiment que à cause de la consommation électrique. C'est parce qu'il y a toujours la libération d'un gaz qui est 1500 fois pire que le CO2, qui sont les gaz fluorés. Donc on a investi dans une innovation qui remplace ça par de l'eau. Mais c'est plus cher. Alors est-ce qu'on est prêt à aller acheter des produits plus chers au supermarché parce qu'ils sont refroidis pour plus cher ou pas? Plutôt que d'attendre la réponse à ça, le mieux est de dire on interdit les gaz HFC. Comme ça, tout le monde est à égalité, le marché est énorme, notre boîte, elle marchera ou elle ne marchera pas, mais en tout cas, tout le monde va être obligé d'aller se positionner là-dessus. Et le fait qu'on ait amené cette technologie, cette innovation qui a nécessité des années et des années de R&D, en le mettant en open source, parce que ça, c'est le positionnement Time for the Planet, on fait en sorte que les autres puissent se positionner dessus sans avoir besoin de se retaper 10 ans. Tout simplement parce qu'on n'a pas le temps d'attendre 10 ans pour supprimer les gaz HFC. Donc la mécanique, elle doit absolument partir de la régulation, c'est central. Merci beaucoup, Mehdi. Et j'en reviens au sujet initial qui est la croissance et le développement durable, qui paraissent presque deux termes antinomiques, que ce soit à l'échelle macroéconomique ou à l'échelle d'une entreprise. Et pourtant, il y a des solutions. Donc, comment concilier la croissance et les enjeux environnementaux? Donc, Mehdi, si tu veux bien nous partager ton point de vue. Déjà, il faut accepter qu'on ne va pas la concilier. Parce que si on regarde les dernières études vraiment sérieuses, que ce soit d'un point de vue économique ou scientifique, et qu'on veut vraiment l'écouter, on sait qu'on n'est pas dans l'idée de choisir entre la croissance et la décroissance. On sait qu'en fait, la décroissance s'impose par la physique, pas par un choix économique. Maintenant, dans un monde en décroissance, il y a au niveau micro, des entreprises en ultra-croissance, des entreprises qui disparaissent et des entreprises qui stagnent. Personnellement, je suis dans une entreprise en ultra-croissance qui est Time for the Planet. Je pense que c'est bien que cette entreprise soit en ultra-croissance parce qu'à chaque fois qu'on investit 1 euro, on récupère des tonnes de CO2 réduites qu'on distribue sous forme de dividende climat. Donc le dividende climat, c'est juste une indication certifiée qui vous dit là, vous avez mis de l'argent, ça a rapporté du CO2 réduit. Ça, je pense que c'est bien que ce soit en croissance. Et à côté de ça, comme je suis entrepreneur, j'ai monté des boîtes dans le passé et j'en ai monté une juste avant de monter Time for the Planet qui s'appelle Automate Me, qui est une toute petite boîte où j'ai 2 salariés. Ça fait 5 ans que j'ai 2 salariés. C'est une boîte qui est en stagnation permanente et je pense que c'est une boîte ultra moderne par son modèle parce que finalement, elle permet de faire vivre 2 personnes qui bossent 15-20 heures par semaine, qui ont du temps pour vivre, qui sont très heureux comme ça, et qui n'ont pas besoin que l'année prochaine, on soit 4. Et en fait, l'idée, c'est de dire pourquoi est-ce qu'il y en a une en ultra-croissance et l'autre qui est en stagnation? Parce que l'autre, elle fait de l'automatisation pour les PME. C'est utile. Il y a plein de boîtes qui ont besoin de faire de l'automatisation, mais ce n'est pas indispensable. Donc, si cette boîte-là, elle reste tout le temps la même, en fait, ça n'embêtera personne. Tous les gens qui sont dedans et tous les clients seront heureux et ça fonctionnera bien. Donc, il ne faut pas avoir peur du terme décroissance parce que ça représente quelque chose qui est juste la contraction physique du monde dans lequel on est, où on ne peut pas être en permanence en extension, tout simplement parce que quand on est en extension, on utilise des ressources qui n'existent plus. Il ne faut pas en avoir peur. Et il faut comprendre aussi que dans ce monde-là, il y a des trucs qui peuvent être en ultra-croissance. Donc si vous êtes en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse, vous voulez vivre une aventure d'ultra-croissance, pensez à ce que vous allez améliorer pour la nature. Là, vous pouvez être en accord avec vous-même et vous dire c'est bien que je sois en ultra-croissance. Merci beaucoup, Mehdi. Eric, tu voulais te positionner. Qu'est-ce que tu penses de ce débat entre croissance et décroissance? Il est compliqué parce que c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à travailler sur l'univers de l'impact et en lançant le fonds Impact de Serena, dès que j'en parle à d'autres investisseurs, j'ai toujours l'impression d'être un peu le hippie militant qui souhaite casser le modèle financier, etc., qui est là, quoi. Et donc, j'ai remarqué quand j'abordais le sujet croissance-décroissance,
qu'en fait, il était tout de suite, il cristallisait beaucoup d'opinions tout de suite très extrêmes, très dogmatiques, parce que plein de passion, très animé, très voilà, ça remet en cause tellement tout ce qu'on a pu apprendre dans nos cours d'économie, etc. Donc c'est pour ça qu'en général, j'essaye un peu de fuir ce débat-là. C'est un économiste qui s'appelle Éloi Laurent qui dit effectivement que le débat croissance-décroissance a fait perdre 15 ans à l'action climatique. Parce que voilà, ça cristallise des opinions qui sont et souvent très caricaturées en réalité. Même d'un point de vue quand on regarde les politiques, sans citer des discours récents sur les Amish, etc. C'est vrai qu'on a tendance à catégoriser en tout cas ces opinions-là. Donc je fais quand même attention là-dessus. Après, de façon assez pragmatique, et je rejoins ce que dit Mehdi, je pense effectivement dans notre modèle, il y a un certain nombre et d'autant plus dans les pays occidentaux, et en France, on a 55% de notre PIB qui repose sur la consommation. Donc forcément, quand on réfléchit à monter une société, il y a effectivement des sociétés qui vont pouvoir croître, parce que naturellement, elles vont venir économiser des tonnes de CO2 ou optimiser un certain nombre de modèles, et puis d'autres sociétés qui, même si elles ont une volonté d'être durables, c'est-à-dire je développe un jean qui va être responsable, fait localement, etc. Si le modèle de la société, c'est de vendre 10 jeans par an à chaque client, on a quand même un problème derrière de consommation des ressources. Donc ça reste problématique. Je prends d'autres exemples sur des sociétés qui peuvent optimiser la consommation carbone. Je reprends le modèle de tout à l'heure où je parlais d'Axinta qui vient installer des sondes géothermiques pour capter la chaleur des bâtiments et optimiser la fonction thermique du bâtiment. Ça permet d'économiser jusqu'à 95% des émissions CO2 du bâtiment. Là, a priori, intuitivement, chaque euro de chiffre d'affaires supplémentaire, normalement, doit être corrélé, en tout cas, à un impact environnemental réduit, quoi. Donc là, la croissance, elle est saine. Et je pense qu'il y a effectivement cet équilibre entre des sociétés en croissance, d'autres sociétés qui vont être en décroissance à l'échelle d'un pays, mais probablement aussi à l'échelle du monde. Et j'ai pas la réponse. Je pense que c'est complexe. Il y a des choses qui nous échappent. Mais la question de la mesure de cette performance, qui est aujourd'hui dans les pays occidentaux et dans tous les pays d'ailleurs, qui est le PIB, elle est relativement questionnable, puisque effectivement, on a quand même pas mal de rapports qui montrent que jusqu'à un certain point, il n'y a plus de corrélation entre la croissance du PIB et la croissance du bien-être, que ce soit le bonheur, l'emploi, etc., ou la santé. Il y a même des pays, les États-Unis, le PIB continue de croître, la santé, l'indicateur de santé décroît. Donc ça pose un vrai sujet. Je pense qu'il y a ces questions-là qu'il faut poser, qui sont pas du tout, qui sont très structurelles, sur lesquelles on peut en discuter, mais on n'aura pas d'impact direct, mais qui sont pour moi des sujets fondamentaux. En effet, et on parlera indicateurs tout à l'heure. Rachel, chez Sweep, vous avez un terme qui est particulièrement intéressant, que vous qualifiez de Forever Companies. Quel est cet usage et quelle est l'idée derrière ? L'idée, c'est justement de faire que nous, on aide des entreprises à faire leur transition bas carbone et justement à être les winners de demain, quoi. Une entreprise qui aujourd'hui ne prend pas ce virage-là, comme il y a 15 ans, pour celles qui se posaient encore des questions sur est-ce qu'on doit prendre ce virage de la transformation digitale ou pas, 5-6 ans après, celles qui ont continué de faire business as usual, elles n'ont pas survécu. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est cette réflexion dans les entreprises qui, par le couperet réglementaire et réputationnel, celles qui se posent encore la question de se dire on y va pas, on transitionne, bas carbone, ça veut dire quoi, on prend les choses à bras le corps ou pas. Celles qui vont trop longtemps se poser la question, ne survivront pas de toute façon. Donc ça s'inscrit dans ce que tu disais avec celles qui vont exploser parce qu'elles auront pris ce virage de la transition bas carbone, elles seront vertueuses sur tout un tas d'autres KPI parce que ça fait partie de cette transition. Donc ces entreprises-là seront en croissance et elles prendront des parts de marché sur celles qui n'auront pas pris le virage. Donc nous, on les appelle les Forever Company parce qu'une entreprise aujourd'hui, si elle n'a pas compris ça, elle ne survivra pas et elle ne deviendra pas plus forte, quoi. Parce qu'au-delà de survivre, il faut devenir plus fort. Et pour ça, nous, on les accompagne justement pour être sûr qu'elles pilotent correctement leur transition, qu'elles comprennent les enjeux et où est-ce qu'elles peuvent agir le plus vite possible dans toute leur chaîne de valeur pour faire que ces Forever Companies, elles travaillent avec des Forever Suppliers, qu'elles soient en mesure de faire le choix dans leur chaîne de valeur de où est-ce que sont les Forever Suppliers avec lesquels j'ai envie de travailler versus d'autres
où je sais très bien qu'en fait, ils carbonent énormément et donc je ne veux plus travailler avec eux. Donc pour ça, ces systèmes complexes-là, il faut les voir, ce système complexe du carbone, il faut le voir à un seul et même endroit. Donc nous, c'est ce qu'on va proposer, mais après, c'est pareil. Si on parle juste d'un monde en décroissance sans période, limite, je ne devrais pas exister parce que tu te dis, après tout, je crée une entreprise, je réassemble une équipe, il n'y a rien qui émet zéro carbone, donc j'émets à nouveau. Sauf que le purpose de ce que je fais, c'est d'aider les autres à réduire. Donc en fait, tout ça, ça doit être pris dans ce calcul des plus et des moins. C'est aussi basique que ça, pourvu que les entreprises qui font des efforts soient vraiment capables aussi de le montrer, de le communiquer, de le publier, tout en conscience de je m'inscris dans un écosystème, j'aide ici, j'aide là, je fais partie de... j'ai des dividendes climat parce que ça fait partie de mon grand tableau de bord de monitoring de mon action climat, en plus de ce que je réduis. Voilà, tout ça, le digital, il aide à réconcilier cette action climat collective. Il n'y a rien qui peut se faire dans vos propres bureaux. Je veux dire, il faut connecter les points, quoi, avec toutes vos interactions, les fameux scope 1, scope 2, scope 3, bon, j'en passe, mais l'action climat, elle est d'abord collective. Et donc, qui fait quoi? Et je peux vous dire que ceux qui font seront encore là dans plus de 10 ans. Et aujourd'hui, ce qui est clair aussi, c'est qu'une entreprise qui se crée, si elle n'est pas sur ce sujet et de réduction et sur ce grand sujet climat, elle ne se fera pas financer parce qu'il n'y a aucun... vous ne pouvez pas aujourd'hui, quand vous cherchez un financement, vous positionner en dehors des collatéraux de la BCE qui a elle-même une trajectoire de réduction je veux dire, elle est obligée de la suivre. Donc, qui aujourd'hui, dans cette salle, peu importe vos business, qui peut, et la seniorité de vos business et la maturité, qui peut s'affranchir des collatéraux de la BCE? C'est-à-dire qui peut s'affranchir d'être financé en Europe aujourd'hui? Voilà quoi. Donc, je veux dire, quand on pense juste à ça, on crée un business qui va dans ce sens-là et on fait que son business actuel, il va dans ce sens-là de toute façon. Ce qui me fait une excellente transition. Comment mettre en place des indicateurs de performance innovants pour mesurer l'impact positif? Du coup, comment vous faites, vous, chez Sweep? Nous, on est une bicorp, on est une société à mission, donc déjà rien que ça, sur les épaules, c'est assez costaud. Parfois, voilà, on est un petit peu maso, j'ai envie de dire aussi, parce que c'est énormément de boulot, énormément de temps aussi à passer à tout contrôler. Ça aide. Je veux dire, aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait? Il y a plein de playbooks qui existent. Si vous souhaitez avoir de très bons playbooks, commencez par tenter de vous aligner à ce que le label Bicorp demande, que vous alliez chercher le stamp ou pas. Déjà, regardez ce qu'il vous propose et vous serez déjà sur les bons rails. Et puis ce qu'on fait, c'est que bien sûr, on fait notre bilan carbone tout le temps, on l'automatise, on le regarde, on essaie de réduire l'intensité liée, même si on grandit. Aujourd'hui, on est une quasi-centaine de personnes, donc c'est compliqué de réduire l'intensité. Et puis et après, moi, surtout ce que je vois, c'est que sont les gens qui sont au board, quoi, qui doivent vraiment bien comprendre, bien être sensibilisés sur le suivi des KPI. Parce qu'il y a plein d'entreprises et d'équipes opérationnelles qui essaient de faire les choses bien, mais je pense que c'est vraiment un automatisme qui doit être pris en fait à bras-le-corps auprès des board members qui investissent pas qui investissent, c'est même pas tant l'investisseur parce qu'aujourd'hui il est sous un couperet réglementaire, il doit le faire, mais c'est le board, les administrateurs qui doivent aujourd'hui être beaucoup plus éduqués. Et quand on discutait ensemble l'autre jour, on parlait aussi de dividende climat. Est-ce que vous voulez en parler, Mehdi, éventuellement? Ouais. Le dividende climat, c'est un indicateur qui permet de savoir si une entreprise a permis de réduire des émissions de CO2. Et le but, c'est de régler un problème important qui est que tout le monde dit qu'il faut investir a priori 1000 milliards d'euros dans la transition et en particulier sur le sujet du climat. Mais en fait, c'est impossible de savoir dans quelle boîte il faut mettre l'argent. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si vous voulez mettre 100 000 euros ou 1 million d'euros dans une boîte pour un retour financier, vous avez 5000 façons de savoir quels sont les prévisionnels de retour en argent d'une boîte. Par contre, le retour en climat, ça, vous n'avez pas. Donc, avec le dividende climat, ce n'est pas très compliqué. On fait la somme du CO2 qui a été réduit grâce aux produits et services vendus par la boîte. Si, par exemple, on arrive à 100 000 tonnes et que vous êtes actionnaire de cette boîte à hauteur de 10%, vous récupérez 10% de 100 000 tonnes. Donc, 10 000 tonnes. Un dividende climat, c'est 1 tonne de CO2. Donc, ça vous fait 10 000 dividendes climat. Et ça, vous pouvez le mettre dans le rapport RSE, vous pouvez le mettre à côté du bilan carbone. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour faire de la compensation. Non.
Ça évitera d'avoir affaire à des billets d'avion neutres en carbone ou des pleins d'essence neutres en carbone. Le but, c'est pas de dire j'ai émis tant, j'ai soustrait mes dividendes climat et je suis arrivé à zéro. Le but, c'est de dire j'ai émis tant, j'ai fait tout ce que je pouvais pour réduire. Et par ailleurs, j'ai mis dans le pot commun de la décarbonation mondiale pour investir sur les innovations qui permettent de décarboner globalement. Je vous donne peut-être un exemple concret. Dans la dernière assemblée générale de Time for the Planet, j'ai eu quelqu'un qui m'a posé une question en me disant mais je comprends pas parce que vous publiez beaucoup de posts sur LinkedIn, vous avez un site internet avec des grosses vidéos, ça émet du CO2, donc ça annule en fait votre action climatique. C'est hyper important d'avoir en tête les ordres de grandeur. Donc je lui ai répondu, c'est vrai, mais si vous prenez la totalité du bilan de carbone de Time for the Planet, vous arrivez à peu près à 50 tonnes de CO2. Si vous prenez la totalité des dividendes climat de la toute première année de Time for the Planet, c'est-à-dire vraiment peut-être 0,01% de ce qu'on fera plus tard, on est à 9000 tonnes de CO2. Si vous prenez l'innovation qui s'appelle Beyond the Sea, qui est un kite géant qui permet de tirer les bateaux de la marine marchande pour qu'ils arrêtent d'avoir besoin de consommer du carburant et donc de réduire de 20 à 30 ou 40% les émissions de CO2 d'un bateau, d'un supertanker. En fait, une journée de fonctionnement de ce kite sur un supertanker, ça annule à peu près 100 000 ans du bilan carbone de Time for the Planet. Et en fait, il faut vraiment avoir ces trucs-là en tête. Pour chez vous aussi, hein, juste une année complète d'une lumière allumée, c'est un steak pour la maison. Merci pour le référentiel. Eric, vous avez mis aussi une méthodologie assez innovante au sein de Racine Carrée avec Lian Make Sense. Tu veux nous en parler en termes de KPI? Oui, bien sûr. En fait, à chaque investissement, on définit un ensemble de KPI avec la société qu'on va suivre dans le temps. Ce qu'on fait, c'est, je prends un exemple d'une société qui va travailler qui s'appelle Helios, qui est sur la transition écologique des banques, pour permettre de placer l'épargne uniquement sur des sujets qui vont être liés à la transition écologique. On va suivre en fait un équivalent, combien pèse 1 euro si je le place chez BNP en poids carbone. Et globalement, on va prendre l'ensemble des dépôts qui vont être sur les comptes d'Helios et on va dire, voilà, si je l'avais placé chez BNP, alors ça pèserait X tonnes de CO2 au global. Et donc, en gros, c'est des KPI qu'on va suivre. Et pourquoi on le suit? Je pense que je rejoins le point de Rachel tout à l'heure sur la partie formation. Je pense que c'est hyper important parce qu'au départ, moi, quand j'étais un peu naïf dans cet univers-là, je me disais un bon KPI impact, ça va être par exemple la création d'emplois. Alors que ça, clairement, en fait, la création d'emplois, elle est directement corrélée à la croissance de la société et pas forcément à l'impact réel que la société peut avoir. Et donc, il y a un vrai enjeu, effectivement, de formation des boards, des administrateurs des sociétés pour pouvoir être formés et comprendre ce qu'est un bon KPI d'impact. Et derrière, il y a la question d'alignement des intérêts de chaque partie. Parce qu'on a tendance à se dire, bon, ben voilà, on va mettre des KPI sur la société. Et si les entrepreneurs atteignent ce KPI, alors ils débloqueront peut-être des BSPCE supplémentaires ou ils débloqueront un variable supplémentaire. Je pense que si on veut vraiment que le tout fonctionne, c'est qu'il y a un parfait alignement et que ça aille du salarié à l'entrepreneur, au board, aux administrateurs, aux investisseurs et aux investisseurs des investisseurs. Et c'est ce que font la plupart des fonds impact, c'est qu'on a notre CARID, qui est le pourcentage de plus-value que l'équipe de gestion qui a fait les investissements récupère une fois la plus-value réalisée. Ben, il est indexé sur l'atteinte de ces KPI d'impact. Et je pense que ça, c'est le minimum, et je pense que c'est essentiel. Il n'y a aucune raison que ce soit uniquement les entrepreneurs qui portent la responsabilité individuelle de la transition écologique. Et après, au sein de l'entreprise, hein, c'est sûr qu'indexer une partie de la rémunération même de certains VP ou C-level sur les atteintes des objectifs environnementaux, enfin un petit peu ESG, ouais, on va vers ça, quoi. Et pensez-y d'ores et déjà quand vous commencez à penser vos plans de compensation ENCO. Ouais. Merci beaucoup. Une dernière phrase pour partager votre message de conclusion sur le panel. Allez-y. C'est sûr que ça fait du compute chez AWS, tout ça. Forcément, moi, je continue d'attendre AWS de continuer de nous aider à faire plus de compute à moindre CO2 émis, bien sûr. Ça, c'est hyper important. Essayez aussi de bien penser
il y a des enjeux de souveraineté quoi aussi, hein, d'accord. Tous les efforts que vous allez faire dans vos entreprises, il y a un concept de taxe carbone qui est en train de se mettre en place, qui va arriver aux frontières. Vos données carbone, c'est des données stratégiques, c'est des données, voilà, mettez-les aux beaux endroits. Nous, on travaille avec Amazon en Europe, c'est hyper important pour les entreprises qu'on couvre aujourd'hui, surtout en Europe. Faites des bons choix, quoi. Faites vos choix. On parle on parle vraiment d'enjeux de souveraineté dans le temps, quoi. Donc, gardez bien ça en tête. Mais écoutez, merci. Je vais me faire taper sur les doigts parce qu'on est un petit peu en retard. Merci à ces super speakers. Et puis, on a la chance d'avoir sur la session suivante un sujet R&D sur le quantique dans le domaine pharmaceutique. Donc, je vous invite à rester dans le Startup Loft. Et on remercie bien fort tous nos speakers. Merci. Merci beaucoup. Merci.